La quotidienne vous est présentée par Microsoft. Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, il est le professeur d'histoire des Français. Son Histoire de France pour les nuls a dépassé le 1 million d'exemplaires. Une nouvelle édition vient de sortir. Jean-Joseph Julot est l'invité du Grand Oral. L'anti-sèche du jour, comme tous les vendredis de décembre, c'est un zap, les meilleurs moments de la quotidienne de la semaine dernière. Et puis rendez-vous en fin d'émission avec Célie Luton pour une sélection de livres pour les enfants et les adolescents à l'approche de Noël. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Jean-Joseph Julot, bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous êtes écrivain. Vous vouliez qu'on rajoute dictateur? Dictateur parce que j'ai donné c'est vrai que c'est pas à la mode en ce moment. J'ai donné beaucoup de dictées dans ma carrière parce que j'enseignais le français aussi. Donc j'ai proposé tout à l'heure dictateur. Voilà. Mais je suis bien content. Non, on s'est dit qu'on allait rester sur écrivain. Voilà. J'aurais pu préciser et décliner auteur, romancier, chroniqueur, podcasteur, poète, et vous êtes également l'auteur star de la collection Pour les nuls, mythique collection des éditions First. Et une nouvelle édition du volume consacré à l'histoire de France vient de sortir. 1 kilo. Oui, il faut faire attention que ça ne tombe pas sur les pieds. Hein, oui, c'est ça. Ça fait mal, oui. Extraordinaire l'histoire de France, pour les nuls. Et vous m'avez appris d'ailleurs que ça a pu servir pendant la guerre, le poids des livres. Alors oui, L'être et le néant de Sartre, pendant la guerre, étant donné qu'il n'y avait plus de poids en plomb, eh bien, faisait pile 1 kilo. Et les commerçants s'en servaient pour peser les pommes de terre. D'où L'être et le néant, finalement, les pommes de terre, c'est quand même assez proche, on va entendre disette. Vos ouvrages se signalent, et on l'aura compris à travers ces quelques secondes, à la fois par une chatoyante érudition, mais aussi par une plume aussi précise qu'alerte et drôle. Cette fibre pédago, Jean-Joseph, elle remonte. Vous avez commencé enseignant. J'ai commencé enseignant, c'est toute une histoire parce que c'était dans les années 70, au début des années 70, à cette époque-là, et bien, il y avait un besoin massif d'enseignants. J'ai commencé dans une classe qui avait 47 élèves. 47 élèves. Et on se plaint aujourd'hui. Aujourd'hui, ça marchait très bien. C'était où d'ailleurs? Parce que vous êtes en Bretagne ou... C'était en Bretagne, alors vous allez rire parce que c'était à Guémené-Pinfo. Guémené-Pinfo, voilà. Qui s'écrit P-E-N-F-A-O. Exactement. Et ouais, parce que je sais que vous allez me coincer sur l'orthographe. Non, je me méfie de vous. Et donc, j'ai commencé instituteur. Après, je suis devenu PEGC, professeur d'enseignement général des collèges. On était bivalent. Corps qui n'existe plus. Bivalent, ça veut dire qu'on avait 2 disciplines. Qu'on avait même 3 d'ailleurs. Parce qu'on avait français, histoire, géographie. C'est ça. Histoire, géo, ça ne faisait qu'une discipline et il y en a pourtant 2 qui sont très différentes. Et donc, j'ai une formation en histoire, surtout. Et puis, pour être de PEGC, ensuite, j'ai passé le CAPES de lettres. Et puis, j'ai passé l'agrégation. Et j'ai réussi l'agrégation à l'écrit. Et l'oral, je n'avais pas beaucoup travaillé, je dois dire quand même. Et donc, j'ai échoué à 1 point. Mais ça a été une bonne chose parce que je me dis... Ça marqué quand même, parce que c'est il y a quelques années, tout ça. Et je me dis que si j'avais réussi l'agrégation, il aurait fallu que j'aille en lycée, etc. Et je n'aurais pas rencontré les éditions First, c'est certain. Comment se passe la rencontre alors? Comment se passe la rencontre? C'est en 1998. Ouais. J'étais allé chez ma fille à Montréal et puis tout le monde était parti au zoo. J'ai horreur des zoos parce que les pauvres animaux qui sont enfermés, ça me fait pitié. Et je me suis mis à écrire des petits articles sur la langue française. Vous savez, ce genre de 5-6 lignes. Oui. J'ai absorbé le jet lag, je vais écrire un article sur la langue française. Oui, c'est ça. Parce que j'avais entendu dans l'avion qu'un commentateur avait dit les Renault, Peugeot et autres Citroën se sont bien vendus. Enfin, quand on est logique, les Renault, Peugeot ne sont pas des Citroën. Les Renault, Peugeot, Citroën et autres automobiles. Alors, ces petites choses-là qui m'intéressaient beaucoup, je me suis dit, je vais faire des petits paragraphes. Et quand je suis rentré en France, 3 semaines plus tard, j'avais un petit livre. Et je suis allé dans une librairie, et là, je vois le petit livre de la Masseur, un tout petit livre comme ça, qui annonçait... logique vu le titre. 1 million d'exemplaires vendus. Et j'ai envoyé tout de suite mon manuscrit, tout en disant à l'éditeur, j'ai une idée qui intéresse 250 millions de personnes. Venez. Et donc, toute la francophonie, bien sûr. Oui. Ouais. Et donc, j'ai signé le contrat immédiatement. Et figurez-vous que nous sommes devenus les numéros 1 en vente
en France. Et on était devant le Dalai Lama, et l'éditeur avait découpé la page de Livre Hebdo, il avait fait un cadre dans son bureau, et il y avait le petit livre du français correct. Et ouais, c'est extraordinaire. Et parce que je vous ai présenté en disant que vous étiez le professeur d'histoire des Français, parce qu'il y a cette actu de l'histoire de France pour les nuls, mais vous êtes aussi le professeur de français des Français à travers cela. Et juste dans la foulée, c'est une histoire amusante aussi. Vincent Barbare, des éditions First, rachète une licence américaine, la collection For Dummies. For Dummies, c'est Serge Marciano et Vincent Barbare qui rachètent cette collection en 99-2000. Ouais. Et comme mon livre avait fait un tabac, mon petit livre, Serge Marciano et Vincent Barbare me disent tu devrais faire l'histoire de France pour les nuls. Voilà, ils traduisent Dummies par nul. Je termine l'explication. Oui. Et ça donne le pour les nuls que vous avez sur plein de bouquins. Exactement, c'est une aventure. Qui est un triomphe éditorial, une grande aventure éditoriale des 30 années écoulées. C'est quoi le défi d'écrire pour ces nuls que nous sommes, et qui ne sont pas forcément tous si nuls que ça, d'ailleurs? Alors, ce qu'il faut savoir, la première chose, d'ailleurs, qui est dans le cahier des charges de la collection pour les nuls, vous vous adressez au lecteur. Vous le mettez dans chaque page. Par quel moyen? Par le pronom personnel, vous. Vous doutez sur telle et telle date et tel événement, vous allez tout comprendre. Vous ne savez pas ce que c'est que le colbertisme, mais on va vous expliquer. Deuxième chose, ça, vous savez, le vous, le lecteur se sent vraiment invité, concerné. Ouais. Et deuxièmement, il ne faut pas l'ennuyer parce que si vous écrivez des choses qui sont peut-être très techniques et peut-être des développements intéressants sur le plan intellectuel, pendant une demi-page, 2 pages, le lecteur vous abandonne. Que faut-il faire dans ces cas-là? Il faut faire des paragraphes courts. Et pour chaque paragraphe court, il faut donner un titre qui donne envie de lire. Donc, par exemple, la bataille de la Moskova. La bataille de la Moskova, vous avez... Ça, c'est Napoléon. C'est Napoléon, oui. Et donc... non, je trouve que j'ai révisé. Bien, bravo. C'est un week-end pour tout apprendre par cœur, je vous raconte pas le cauchemar. 1812. Donc, vous avez le Caulaincourt, le général Caulaincourt, puis vous avez des redoutes un petit peu partout sur la colline. Et alors donc, Caulaincourt trouve la mort, et j'avais mis comme titre « Caulaincourt commande à la redoute ». Vous voyez, donc, alors, dans ces cas-là, le lecteur se dit « Mais quand même, il est gonflé de faire de l'humour à 2 balles comme ça, mais il reste, parce qu'il aime ça, le lecteur. » Et il cherche la blague à 2 balles d'après. La blague à 2 balles. Et donc, elles ne sont pas toujours à 2 balles. Regardez, j'ai ouvert complètement au pif, page 221. On est dans quoi? 1420, 1422, 3 rois pour une seule France. Et l'intertitre, là, c'est « Les loups sont entrés dans Paris ». La chanson de Reggiani. C'est ça, c'est Reggiani, je ne me trompe pas. Reggiani, oui. Donc, ils sont entrés dans... Voilà, un anachronisme léger, parce que c'est 5 siècles plus tard, mais c'est vrai qu'on a envie de lire la suite. Quoi. Mais oui, et alors à chaque fois, vous faites des paragraphes courts, et puis il faut... Je peux vous le montrer, mais je pense que tout le monde a déjà ouvert la collection des nuls. Vous voyez, c'est des paragraphes courts. Je dis ça pour compenser ça. Parce qu'en fait, bien sûr, il est lourd, mais vous ne le lisez pas non plus d'un bout à l'autre. C'est pas un roman, c'est pas quoi qu'on parle du roman national. Ça m'agace souvent de parler du roman national parce que ce n'est pas un roman. Il y a des choses le roman, on invente. Le roman, on agence les éléments qu'on invente avec des choses qui peuvent avoir existé. Mais là, tout est vrai dans ce qui est l'histoire de France. Il y a des archives, il y a des, il y a tout. On a tous les. Voilà, c'est ça. Et alors, tout ça, c'est disponible. Tout le monde peut le trouver partout. Ce qu'il fallait faire pour transmettre tout ça, eh bien, c'était écrire avec une tonalité qui soit capable, je vous le disais tout de suite, de maintenir le lecteur dans la page. Et ce que j'ai choisi de faire, c'est d'écrire entre le langage écrit et le langage oral. Le langage oral, ça marche pas. C'est familier, mais c'est pas familier, c'est quand même soutenu, votre langue. Enfin, c'est ça. Il y a une impression de familiarité, effectivement, au sens où vous nous parlez, sans que ce soit une langue familière, si je peux me permettre. Le lecteur, c'est vrai, parce que le lecteur se sent proche de ce qui est évoqué. Il a envie de se balader dans le livre, de l'ouvrir un peu n'importe où, il le conserve, et donc quand il y a quelque chose dont il doute, il va chercher, et puis voilà, c'est la façon dont on peut... C'est un livre à zapping, ça. Les épées tranchent, découpent, fouillent, écartèlent, lardent, désosent, embrochent, amputent, étourdissent, estourbissent, tant qu'on dénombre près de 20 000 morts. Ça renvoie à une des dates les plus connues de l'histoire de France. Tiens, on verra laquelle après. L'Anti-Sèche, l'histoire de France pour les nuls, c'est chez First, comme toute la collection Les Nuls, et on retrouve Jean-Joseph Julot juste après l'Anti-Sèche.
Anti-Sèche en ce mois de décembre, une fois par semaine dédiée à nous-mêmes et aux grands oraux de la quotidienne. On retrouve les invités de la semaine dernière, le ZAP. On oublie souvent que le fait de passer par l'état civil, de dresser un acte de naissance, c'est quelque chose qui en réalité ressemble pas mal à des rituels qui ne sont pas écrits dans d'autres sociétés. Et ces formes rituelles très très diverses, qui sont là pour établir la paternité ou la maternité, nous disent deux choses. Elles nous disent d'abord que le fait de mettre au monde un enfant et de le concevoir, ça ne suffit pas pour faire de soi un parent. Et ça nous dit également que l'établissement de la paternité ou de la maternité passe par une validation du reste de la société, par le regard des autres. On voit bien qu'en France, les maths, ils ont très mauvaise presse. Il y a encore cette image très élitiste où il faut faire des maths pour rentrer dans une grande école, peu importe le cursus, qu'on soit littéraire, scientifique, dans l'économie. Les maths, c'est encore devenu une matière de sélection. Donc, il y a une pression tellement énorme sur les mathématiques depuis la tendre enfance qu'il y a vraiment un désamour des maths dans notre pays. Alors vous nous faites visiter les jardins de Chambord en nous disant qu'il y a des maths derrière tout ça, et c'est chouette. Je veux vraiment montrer que les maths, c'est pas juste quelque chose d'utile, c'est pas juste un passage forcé pour faire les études qu'on veut, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et d'utile au quotidien. Mais toutes et tous disent que ça leur est tombé dessus par hasard. Quand je dis tomber dessus, c'est-à-dire le premier contact avec une image pornographique. Ouais, en tout cas, c'est la majorité des cas. Ouais. Donc soit on leur a montré, soit ils ont cliqué sur un lien. C'est ça. Voilà. Après, il y en a un ou deux qui disent avoir cherché, mais en fait, ils ont cherché après qu'on leur en ait parlé. L'idée, elle leur vient pas vraiment d'eux-mêmes, quoi. C'est un truc... Par contre, quand on leur pose la question de l'âge, alors ils savent tous que c'est interdit avant de 18 ans, ils ne savent pas forcément expliquer pourquoi c'est dangereux, mais ils savent que c'est interdit. En revanche, quand on leur demande à quel âge il faudrait fixer l'interdiction, en fait, ils donnent à peu près l'âge qu'ils avaient quand ils en ont vu en premier. C'est assez drôle comme scène. Elle est un peu folle, cette scène. C'est le moment où ils parlent de ça, où ils débattent si la 6e c'est suffisant, ou la fin de 6e. Ouais, voilà. C'est ça. Ça paraît un peu fou, et je pense qu'effectivement, ils se rassurent eux-mêmes d'avoir vu ces images jeunes, mais que c'est pas si grave, quoi. C'est ça. En revanche, il y a un truc qui est certain, c'est que le téléphone agile, le fameux smartphone, celui qui justement sait tout faire, comme Renaud l'a dit, en un clic de pression sur un doigt, avec un doigt comme ça sur un écran, ça c'est pas possible. C'est pas possible quand on a 10 ans, 11 ans, 12 ans, Renaud vient de le dire, on ne peut pas maîtriser le monde on n'a pas la maturité pour. Cette accessibilité qu'on a simplifiée à l'extrême et qu'on ne sait pas juguler, on ne sait pas aujourd'hui, on le voit bien, c'est un échec. On a tout essayé, de verrouiller les contrôles parentaux, etc. Les âges. On tourne, les âges, ça ne fonctionne pas. Certification d'identité, vous dites ça va être contourné. Bien sûr, donc on en revient à quoi? Simplement, l'idée c'est qu'on ne peut pas conduire un scooter avant 14 ans en France, ça a été déclaré comme tel, on dit voilà c'est 14 ans, avant 14 ans on ne peut pas. On a posé une loi, qu'est-ce qui empêche de faire la même chose avec le smartphone? Partons de là, c'est 89% de 18-30 ans qui pensent bien connaître, bien comprendre la laïcité. Vous observez plutôt qu'elle est mal comprise, c'est ce que vous indiquez en intro du livre. Oui, c'est vrai qu'il y a tous ces chiffres qui circulent. On a l'impression, certains jeunes ont l'impression de bien la comprendre. Et puis quand on creuse un peu, c'est ce que je peux faire lors de mes cours à l'université, puisque j'enseigne les libertés fondamentales, eh bien on se rend compte qu'elle est souvent mal connue. Et puis cette laïcité qui était vue pendant longtemps comme une protection, en tout cas de la part des anciennes générations, la mienne, celle de mes parents, des grands-parents, enfin tous ceux qui ont vécu dans les années 80 et avant, pour qui elle était consensuelle, c'était un peu comme l'air qu'on respire, la laïcité, eh bien on se rend compte que chez ces jeunes, justement, on y adhère parfois, on la considère aussi parfois même comme un gros mot, ce qui était un beau mot pour nous est souvent vu pour eux comme un gros mot, ou en tout cas, si on se dit pour la laïcité, on veut pas quand même... On veut l'aménager un petit peu. Voilà, on veut l'aménager, ou on veut pas que, par exemple, le blasphème existe, c'est-à-dire critiquer la religion, on va parler du blasphème et de la définition du blasphème, c'est très important, vous faites un point là-dessus. Ils la vivent, je cite encore la Fondation Jean Jaurès, ensuite évidemment on en vient à vos textes, comme une entrave, une sanction, voire une agression. C'est ce que vous ressentez aussi dans vos échanges avec les étudiants. Oui, absolument, ça devient un sujet qui est conflictuel. Un sujet de discorde, c'était un sujet de concorde, c'était un sujet de consensus pendant presque 80 ans, et c'est devenu un sujet de dispute, de controverse, et on la comprend mal.
Le zap de la semaine dernière, les grands euros de la quotidienne, vous avez successivement donc entendu Jérôme Courduriès, Estelle Collard alias Wonder Woman, Samuel Ruffier, Stéphane Bloco et Nathalie Wolf. Et on trouvera dans le prochain zap qui est l'invité de le grand oral d'aujourd'hui, à savoir Jean-Joseph Julot, qu'on est ravi de retrouver. Marignan, assez marrant, 1515, tout le monde sait. Oui. Et ce qui s'est passé en 1515, on a à peu près tous oublié. Oui, et puis on ne sait pas où c'est Marignan. Oui, Marignano, si. Marignano, alors c'est on donne un indice quand même. Oui, c'est en Italie, c'est au sud de Milan. Et qui est-ce qui est allé se battre là-bas, guerroyer? C'est le roi François Ier. Pourquoi va-t-il là-bas? Parce qu'il y a eu des histoires d'héritage et que le duché de Milan devrait revenir à François Ier. Mais surtout, c'est parce qu'il n'y a plus de sous. Il n'y a plus de sous dans les caisses. Hein. Et donc, c'est pas contre les Suisses, parce que c'est quand même des grands spécialistes de l'argent. Voilà, c'est ça. Et donc, comme ils vont être vaincus, ça devient des petits Suisses complètement écrasés. Et donc, comme il va être vaincu, eh bien, les Suisses, désormais, seront au service de François Ier, au service de la royauté. Et en fait, c'est au point que sur le cercueil de Louis XII, qui précède François Ier, eh bien, le drap mortuaire... Les moines et le roi se l'arrachent. Enfin, il n'y a plus vraiment... Donc, il faut aller chercher de l'argent. Voilà, Marignan, c'est cette date aussi qui fait que 1515, c'est facile à retenir. Et d'ailleurs, 100 ans avant, moi, j'ai un petit truc pour ceux qui se disent, pour retenir les dates, comment fait-on? 1415, c'est la bataille d'Azincourt, où les chevaliers perdent la face et sont battus, écrasés par les Anglais. 1615, c'est Louis XIII qui épouse Anne d'Autriche. Bien sûr, j'y pense. 1715... la mort de Louis XIV. Bah oui, Louis XIV. On va faire 1815 après, on va être du côté de Napoléon, ou de la fin du moins. Mais restons 3 secondes sur Louis XIV. Le pauvre. Vous l'aimez pas. Le pauvre. Mais vous l'aimez pas. C'est pas que je l'aime pas, c'est que j'ai une grande pitié pour lui. Oh, bah vous avez... Pauvre petit chou. Le petit loulou. C'est un peu ça, parce que vous savez que pendant toute son enfance, ça a été un enfant abandonné, personne ne s'occupait de lui. Il était mutique, et ses petits camarades se moquaient copieusement de lui. Drame du harcèlement. Il a eu toutes sortes de maladies. Regardez, vous avez le dictionnaire des médecins de Louis XIV que je possède. Quand on feuillette les pages, mais c'est effarant la santé qu'il avait pour supporter les maladies d'une part et d'autre part tous les traitements qu'on lui infligeait. Le duc de Saint-Simon disait de Louis XIV, il possède une intelligence robuste. Vous voyez, c'est un peu un euphémisme pour dire que il n'était pas hyper intelligent. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a fait toute sa vie? Versailles, quand même. Versailles. Mais il disait de Versailles, Louis XIV disait, mais c'est un château raté. Mais oui, parce que vous aviez un petit relais de chasse de Louis XIII, et il a fallu construire tout autour. Et comme les courtisans, les invitaient pour les empêcher de faire des bêtises en province, on a construit. Et il a dit, oh là là, ça pourrait être mieux quand même. Mais c'est la princesse Palatine qui rapporte tout ça. La princesse Palatine était la belle-sœur du roi, et le roi, elle l'aimait beaucoup parce que c'était une bavaroise, une allemande. Enfin, elle était née à Heidelberg. Mais elle avait tout le côté rustique, si vous voulez, des teutons, et elle mangeait des énormes portions de porc le matin, elle buvait des chopes de bière, etc. Mais elle était très drôle, et elle raconte par le menu la cour. Je lisais encore, d'ailleurs, hier soir, les mémoires de la princesse Palatine. C'est un délice, hein. Et on trouve, dans une langue qui est quand même une langue traduite souvent de l'allemand, mais on trouve la description de la cour. Bien, figurez-vous que les princesses, mais s'alcoolisaient, il y avait des soirées, des orgies, enfin, elle raconte tout ça. Oui, puis qu'on sait que ça sentait pas très bon non plus. C'est ça, exactement. À Versailles, et il passait des trucs dans les bosquets, c'est ça? Oui, et le pauvre Louis XIV, oui. Quand vous étiez prof d'histoire, vous racontiez tout ça aux élèves, il devait aimer. Eh bien oui, parce qu'il faut trouver tous les jours, des petites choses comme ça. Vous nous disiez que les 3 règles, quand on écrit pour les nuls, c'est de parler au lecteur ou à la lectrice, oui. C'est de mettre du rythme, oui. Et c'est de faire preuve d'un petit peu d'humour. Au fond, ça pourrait être... 3 vertus enseignées pour les futurs enseignants. Ah mais exactement, il faut mettre de l'humour surtout. C'est une collection de profs, ou de bons profs finalement. Oui, voilà. Voilà. Non, si vous voulez intéresser vos élèves, faites-les sourire, pas forcément les faire rire, mais et puis essayez d'avoir d'autres petites histoires. Je vais être toujours dans ma poche d'autres petites histoires. La petite anecdote sympa, la princesse Palatine qui vous raconte les orgies. C'est ça, super. Exactement. Et le pauvre Louis XIV, vous savez, à la fin de sa vie, il a été marqué en 1711 et 1712
jalouse par la perte du Grand Dauphin, par la perte du duc de Bourgogne, par la duchesse de Bourgogne, par aussi ses arrière-petits-enfants qui meurent les uns après les autres de la rougeole. Pourquoi meurent-ils? Parce que vous avez 9 médecins qui entourent un petit enfant de 5 ans, par exemple. Eh bien, ils vont lui faire des saignées, ils vont lui donner des émétiques pour le faire vomir, et bien, évidemment, au bout de 2 jours, l'enfant meurt. Il a une rougeole. Ce qu'il faut faire, c'est ce qu'ont fait les gouvernantes du tout petit futur Louis XV, qui avait 2 ans. Eh bien, elles disent, vous n'y touchez pas. Hein. Elles l'emmènent dans un lieu. Le confine, en quelque sorte. Voilà. Ouais. Et puis voilà, il est guéri, il va devenir Louis XV. L'histoire qui est une discipline dans laquelle rôde un certain nombre de malentendus. Il y en a énormément que vous levez dans cette histoire de France pour les nuls. Il y en a que j'aime bien, les Gaulois, par exemple. C'est vrai qu'on a l'image, on nous les vend comme des Russes. Exactement, un culte. C'est un peu une civilisation assez raffinée, en fait. Tout à fait. Ouais. Les Romains avaient beaucoup d'admiration pour les tissus que faisaient les Gaulois. Il y avait d'ailleurs un commerce avec Rome, et donc c'était 2 peuples qui s'entendaient. Et puis, on dit les voies romaines, mais les Gaulois n'avaient pas attendu les Romains pour faire des voies de communication. Il y avait beaucoup de voies de communication. Les Romains, c'est un ensemble, c'est un damier de tribus, de petits peuples qui aiment bien se faire la guerre, il faut quand même le dire, et puis qui sont de bons vivants. Mais il y a toujours des échanges avec Rome. Alors évidemment, le côté rigoureux de Rome, organisé, très organisé, va... La codification, là, ils font quand même 2-3 trucs, les Romains. Oui. Les Gaulois ne faisaient pas. 2-3 trucs, pas mal du tout. Ouais. Mais en tout cas, sur les Gaulois, on se trompe beaucoup. Il y en a une autre que j'aime beaucoup, que j'ai retrouvée en feuilletant cette histoire de France, c'est les rois fainéants. Oui, les rois fainéants. Ils n'étaient pas fainéants. Mais non, c'est une histoire, c'est Eginhard, le biographe de Charlemagne. Ouais. Parce que figurez-vous que la dynastie des Mérovingiens, eh bien, vous aviez ce qu'on appelle les maires du palais. Les maires du palais, c'est eux qui avaient toutes les victoires, qui avaient les réserves. C'est une sorte d'intendant. Non, c'est les intendants. Et ils avaient de plus en plus de pouvoir. Mais il y avait quand même les rois mérovingiens qui étaient là. Alors qu'est-ce qu'on faisait? On leur enlevait petit à petit toutes les responsabilités qui étaient celles d'un roi. Et lorsque venait un petit roi, on lui disait t'inquiète pas, on va s'occuper de tout à la place. Et puis ils se baladaient peut-être dans des chars, comme l'a dit Eginhard. Et comme on les représente. On les représente aussi. Mais non, en fait, ils étaient progressivement écartés. Ils n'ont jamais été fainéants. Ils auraient pu devenir rois comme les autres. Mais ce sont les Carolingiens qui sont venus là. Attention, c'est une sorte de prise de pouvoir de la technocratie. Charlemagne, voilà. C'est un macronisme avant l'heure. Non, je rigole. On est au roi du pétrole. Jean-Joseph Julot, ce livre, on l'aura compris, il est hyper rythmé, il est extrêmement exhaustif, il est très factuel, il est bourré d'anecdotes, mais il y a aussi quand même des grandes lignes. Et quand vous défendez vos choix, notamment de découpage historiographique au début, à la fin, vous dites je termine par l'Europe. Et l'Europe, n'est-ce pas finalement la voie la plus sûre pour la paix? Donc quand même, il y a votre regard à vous sur cette histoire de France qui se confond aussi avec l'histoire de l'Europe. Et on se rend compte que dans tout le bouquin, il y a quand même en filigrane cette idée que l'identité européenne, c'est pas rien et que ce serait chouette qu'on réussisse à la faire fonctionner encore mieux. Il y en a beaucoup qui ont essayé de le faire. Charlemagne, par exemple, a essayé de faire l'Europe. Il a créé une monnaie. Il a fait... Il a fait des capitulaires, c'est-à-dire qu'il a organisé tout ce qui pouvait être organisé jusqu'à la culture des arbres fruitiers. Enfin, c'était quelque chose d'assez extraordinaire pour l'époque, mais c'était quand même trop vaste pour que ce soit appliqué. Mais aujourd'hui, et puis il y en a un autre qui a essayé de faire l'Europe aussi, c'est Napoléon. Alors là, c'est un sujet de discussion. On peut reprendre 1815 alors, vous vouliez tout à l'heure. 1815, très bien de faire le lien. Ouais. 1815, c'est la bataille de Waterloo. Et là, il se prend une veste, Napoléon. Et donc, c'est le 18 juin 1815. 18 juin parce que c'est ma date de naissance. Donc, je suis né sous le signe de Waterloo, ce qui n'est pas très amusant, d'ailleurs. Non, le rapport avec les Anglais, ça va? Oui. Vous avez pardonné. Et 1915, vous aviez quelque chose? On est en plein dans la Première Guerre mondiale. Oui, c'est la mort d'Alzheimer, mais c'est aussi la guerre. C'est la guerre. Voilà, oui. Ouais. Et puis 2015, hélas. Les attentats. Ouais. Voilà, donc 15, en fait, on peut se souvenir. On peut se souvenir. On peut même remonter jusque
jusqu'à Vladimir Ier qui a créé lui le Faites-le moi avec l'accent. Oui. Je vous en prie, Joseph Julot. Le Rousse de Kiev. Le Rousse de Kiev qui est. Ça vient le Rousse. Et moi, oui. Eh bien, ce sont les rameurs. Ce sont les rameurs parce que. Je crois que c'était 988. Ah non, c'est l'unification. Alors l'unification, exactement. C'est 988. Et après, on a le fils de Vladimir qui s'appelle Yaroslav. Oh. Yaroslav, eh bien, sa fille, c'est Anne de Kiev. Et Anne de Kiev épouse Henri Ier. Et Henri Ier, eh bien, tous les rois de France descendent d'Anne de Kiev. Tous les rois de France sont russes. Voilà. C'est bien sûr une extrapolation. Toute petite extrapolation, un petit peu hardie. Jean-Joseph Julot, l'histoire de France pour les nuls, plus d'1 million d'exemplaires vendus si vous ne l'avez pas déjà chez vous. De toute façon, même si vous l'avez, vous pouvez le racheter parce que là, tout ça, ça n'y était pas avant. Ça a été rajouté pour la dernière édition. On retrouve également ses ouvrages sur la langue française, des ouvrages de poésie. Bref, allez sur sa fiche Wikipédia, vous verrez, c'est un écrivain absolument formidable. Merci. Merci Emmanuel. De nous avoir accueillis de nous avoir rejoints dans cette émission et de nous avoir accueillis dans votre formidable univers et dans cette salle de prof formidable qu'est la collection pour les nuls. On continue avec des bouquins. Aujourd'hui, on continue avec des lectures puisque chaque semaine, Célie Luton nous ouvre les portes de sa librairie. Et comme tous les vendredis, notre rendez-vous avec Célie Luton. Célie, bonjour. Bonjour. Mais déjà d'une humeur absolument joyeuse, avec une super sélection de bouquins pour les enfants et les ados. Et on commence avec Interdit de manger des livres de Carly Sorosiak et Manu Montoya. C'est chez Albin Michel Jeunesse. J'adore. Ok, super, au revoir. Bon, c'est quand même l'histoire d'un libraire, là, vous êtes... oui, c'est ça. Il y a une petite mise en abîme, comme on dit. Exactement, c'est très réaliste parce que Léopold, il est comme beaucoup de libraires, nous avons la vocation, nous aimons les livres, oui, d'accord, c'est très bien, mais nous avons envie de donner le bon livre au bon lecteur, au moment opportun. Sauf que Léopold, tous ses clients sont des humains, et un jour, oh chouette, un autre book, un comme moi. Et là, celui-ci, il dévore tous les livres, au sens propre du terme, au sens premier. Et il lui dit non, arrête, les livres, c'est pas comme ça qu'on doit les dévorer. Et le problème, c'est qu'il y a un deuxième book qui arrive. Exactement. Parce qu'il il va essayer de communiquer sa passion. On sent que c'est votre cauchemar. Un petit peu, ouais, c'est surtout un cauchemar vécu, mais c'est pas grave. Et il va lui présenter le premier livre que lui-même n'a pas dévoré. Parce que le libraire aussi a été un jeune lecteur. Et on n'oublie jamais le premier livre qui vous a dit « J'adore lire ». C'était quoi le vôtre ? Alors moi, le premier roman, c'était un roman de Marie-Aude Muraille il y a très longtemps. Et ça s'appelle « Noël à tous les étages ». Génial. Oui. Et alors Marie-Aude Muraille qui continue... de nous éblouir. De vous éblouir et de publier. Oui. Edith, la petite fille qui avait 100 ans, de Katharina Valks, c'est à l'école des loisirs. Exactement. Ça vient de sortir, ça. Ça vient de sortir, puis c'est un album pour les grands. Le premier à partir de 3 ans, mais celui-ci, 5-6 ans jusqu'à la fin de primaire. C'est un album qu'on pourrait qualifier de conte, puisqu'il est en chapitres, avec une jolie petite morale à la fin, puisque c'est l'histoire d'Edith. Edith, quand elle naît, ses parents sont fous d'elle, ils ont envie de lui donner un super cadeau. Un don de fée, pourquoi pas. Mais c'est dur à trouver les fées. Je sais pas, moi, de nos jours, c'est compliqué, oui. Et je trouve aussi. Mais la première va donner à Edith le don d'animer les choses. Très bien. Et puis une deuxième fée arrive, bientôt à la retraite, et elle se dit « je vais te donner le don de la jeunesse éternelle. » C'est pas mal en apparence, mais et si le vrai zeste de la vie, c'était de vivre une enfance, puis de grandir et de vieillir comme tout le monde. Jolie morale et surtout très beau dessin. Edith, la petite fille qui avait 100 ans, Katharina Valks, c'est à l'école des loisirs. Et votre troisième conseil en ce vendredi, de délicieux enfants de Flore Vesco, toujours à l'école des loisirs, collection M+, Medium+, donc on est quoi, chez les grands ados là ? Oui, à partir de 13 ans. Alors, petit indice... Non, c'est pas encore les grands ados, des ados. Oui, de délicieux enfants. C'est la réécriture d'un conte. De délicieux... Qu'on mange. Enfants. Vous l'avez ? Ouais. Là, le petit pousset. Sauf que cette fois-ci, vous êtes pas dans un conte, mais dans un roman très bien écrit, très bien construit, avec, comment vous dire, c'est un roman choral. Donc vous allez avoir la vie des parents, de tous les enfants, du tout petit qui n'a pas réussi à grandir. On va parler de liberté, d'envie, de désir, et surtout un petit peu des assignations que nous avons quand on est jeune par rapport à notre de genre, qu'en fait on a envie de s'émanciper. Voilà. Super, roman hyper vivant, très dialogué et très rythmé. Oui. Voilà, et avec un soupçon de mystère. Dans une forêt sombre et effrayante. Exactement. À dévorer. Oui, délicieux enfants. Attention, parce que enlever un petit peu ce qu'il peut y avoir. Ouais.
Célie, merci beaucoup pour ces conseils de lecture, comme toujours chaleureux et avisés. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission, Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec pour la préparation de l'émission qui est en régie aujourd'hui, avec Héloïse Merlin au son et Romain Luc à la réalisation. Vous restez sur School TV ou alors vous dévorez un bon bouquin et vous nous retrouvez nous sur les réseaux sociaux. La quotidienne vous a été présentée par